Alors que les pays membres du G7 se réunissent à Chantilly, dans l'Oise, l'Assemblée nationale, Pierre, se prononce sur la ratification du CETA, l'accord économique et commercial global entre l'Europe et le Canada. Vous recevez, Pierre Devino, ce matin l'économiste Christian Saint-Etienne, professeur titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Je suis très content de vous recevoir parce qu'avec vous, on va faire un petit peu de pédagogie. On a beaucoup voilà, je viens de le lire, on a des réactions de Greenpeace, également de l'UFC Que Choisir qui demande de ne pas ratifier ce texte. On a entendu dans le journal de 7h30 en gros les tenants et les aboutissants de cet accord avec Maud Descamps. En gros, le CETA, c'est la suppression de 98% des droits de douane, mais l'envers du décor, c'est la libre circulation des viandes issues d'élevage bovin nourris aux farines animales ou dopées aux antibiotiques. Les éleveurs de bovins français s'inquiètent aussi des quantités qui pourront être importées. Est-ce que, Christian Saint-Etienne, c'est la raison principale de tout ce haro sur le CETA ? C'est une raison médiatique, mais sur ce point qui est clé, il faut tout de suite préciser que ce sont les normes sanitaires européennes qui s'appliquent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les exportations de viande du Canada vers l'Europe ont si peu augmenté. C'est parce que pour exporter de la viande du Canada vers l'Europe, il faut que les élevages du Canada, et ça sera vrai pour tous les autres accords de ce type, respectent les règles européennes, donc notamment interdiction des hormones pour le bœuf, interdiction des additifs pour le porc. Et c'est comme ça coûterait trop cher pour les éleveurs du Canada de respecter les normes européennes, eh bien les exportations, donc ils n'ont pas développé une production répondant aux normes européennes et du coup ils n'ont pas pu répondre et profiter de l'augmentation des quotas. Donc on se fait peur sur ce sujet pour rien, puisque effectivement on a des quotas d'importation, mais c'est très très clair, c'est colossal et crucial pour tous nos auditeurs, c'est aux normes européennes que se font ces importations et pas aux normes américaines. Et le contrôle sera fait, parce qu'on dit souvent, oui, mais c'est dans les textes et en même temps, on n'aura pas le temps de l'appliquer. Non seulement les contrôles sont faits, mais vous voyez bien que les producteurs non européens ont parfaitement intégré la dureté de ces normes, puisqu'ils n'essayent même pas d'exporter vers l'Europe. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan médiatique, vous imaginez bien que si un jour on pique 1000 tonnes de bœuf aux hormones à l'entrée sur l'Europe, il y aura un tel scandale médiatique qu'on arrêtera tout. Que tout le monde fait très attention en fait. En même temps, pour la France et pour l'Europe, il y a une carte à jouer. Alors il y a une carte à jouer, c'est ça qui est absolument clé. Et puisque vous demandez de la pédagogie, je pense que le problème fondamental, c'est qu'on confond on ne prend pas en compte l'ampleur du problème. C'est-à-dire qu'on regarde des aspects micro-économiques et micro-écologiques qui sont importants, mais on ne voit pas... Sanitaire aussi, mais enfin bon, la question est réglée, on l'a dit. Mais on ne voit pas l'image d'ensemble au plan mondial. Qu'est-ce qui se passe au plan mondial ? On a un combat pour la domination mondiale entre les États-Unis et la Chine. Dans ce combat pour la domination mondiale, l'Europe est dans les cordes. Malheureusement, vous le savez, il n'y a pas de GAFAM européen, donc nous sommes sur le côté. Il y a un seul domaine où l'Europe existe au plan mondial, c'est en ce qui concerne les accords commerciaux dits de nouvelle génération. C'est-à-dire ? Ces accords commerciaux de nouvelle génération ont la particularité de défendre les grands principes de l'Europe, notamment les spécificités culturelles, les indications géographiques des partenaires. Ils permettent également d'ouvrir les marchés publics et de favoriser les échanges de services. Donc sur ces sujets-là, c'est l'Europe qui impose des normes de niveau très élevé. Donc on peut promouvoir nos startups, mais aussi notre savoir-faire et également agricole, parce que c'est une carte à jouer aussi pour le Saint-Nectaire, pour les pruneaux d'Agen, pour des tas de trucs qui restent en France et qui restent franco-français qu'on pourrait... Le champagne, par exemple. Vous aviez des tentatives aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, ou en Amérique latine, de donner le nom de champagne à des vins mousseux. En réalité, c'est grâce à ces accords de nouvelle génération qu'on peut garder les appellations contrôlées.
Donc l'enjeu est considérable pour l'Union européenne. D'une certaine façon, c'est une accélération. Une accélération, si vous voulez, ou un pied de nez de l'histoire, c'est le mot que je cherchais. Comme Trump est en train de casser l'ordre international et que les États-Unis ont, sur ordre de Trump, ont arrêté les négociations commerciales avec l'Europe. Et que l'Europe, du fait de son histoire et du fait que les États-Unis dirigent l'OTAN, a toujours du mal à négocier des accords commerciaux équilibrés. Comme les États-Unis ont arrêté la négociation, l'Europe s'est développée sur le plan mondial. Elle a négocié des accords avec le Japon, avec la Corée. Elle est en train de négocier des accords avec le Mercosur. Oui, ça c'est l'étape suivante, c'est ce que j'allais vous dire. Justement, dans ces accords-là, il faut être vigilant. C'est pour ça que, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un certain nombre d'organisations internationales et d'ONG qui disent qu'il faut être vigilant sur le CETA. Le CETA ne pose pas de problème. En revanche, le Mercosur peut en poser. Et j'ai évoqué le fait que nous allons vers ces accords de nouvelle génération qui défendent les appellations, un certain nombre de droits. Il va falloir aller plus loin. Par exemple, dans le cadre du Mercosur, il va falloir inclure des clauses de préservation de la forêt amazonienne. Et donc, à terme, il faudra que l'Europe promeuve une taxe carbone universelle qui est le seul moyen de défendre l'environnement au plan international sans provoquer de problèmes particuliers, parce que si un seul pays le met en place, tout le monde va produire ailleurs, alors que la taxe carbone universelle permettra de préserver l'environnement tout en préservant les intérêts de tous les pays. Merci beaucoup de vos explications. Christian Saint-Etienne, professeur titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire national des arts et métiers.